Merci Émilie. Donc après donc toutes ces interventions très riches d'experts sur le domaine de l'orientation, nous allons laisser maintenant la place aux acteurs de terrain avec 4 représentantes. Premièrement, Madame Sonia Dupont, qui est une représentante des directions d'établissement. Donc Madame est directrice de l'école du futur de Soigny, donc dans le réseau de la province de Hainaut. Donc elle va nous indiquer quelles sont les actions menées en approche orientante dans ce réseau, principalement. Ensuite, nous aurons Madame Joëlle Marnette qui représente les centres PMS et plus particulièrement les centres PMS de la province de Liège. Madame Marnette est donc directrice du centre PMS de Serein et également coordinatrice des centres PMS de la province de Liège. Et donc elle nous indiquera aussi ce qu'ils mettent en place, surtout au centre PMS. Ensuite, nous allons avoir l'intervention d'une représentante des enseignants avec Madame Lisa Amarou, qui est en fait une enseignante d'anglais et de néerlandais dans le premier et le second degré de l'enseignement secondaire à l'Athénée Royal de Mons. Et elle est également étudiante en master en sciences de l'éducation à l'UMONS. Et donc, dans le cadre d'un stage qu'elle a effectué à l'Institut de l'administration scolaire, elle va donc vous expliquer ce qu'elle a mis en place concrètement. Et pour terminer, nous allons donner la parole à Madame Claire Cagan, qui est coordinatrice dans le cadre du pacte d'excellence, dans tout ce qui est la partie liée à la question de l'orientation. Et donc, elle va nous faire le lien entre le pacte d'excellence et ce qui est mis en place par les centres PMS dans ce cadre. Voilà, je leur donne la parole. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je suis très contrariée parce que je n'ai pas pu assister ce matin, mais contre ma bonne volonté, aux interventions de cette matinée. J'ai eu une alarme intrusion à 4 heures du matin et aujourd'hui c'est le top départ des inscriptions en première secondaire, comme quoi j'exerce le plus beau métier du monde. Mais je suis très honorée en tout cas de l'invitation du professeur, que je remercie, professeur Marc Demeuse, et merci Damien. Alors je pourrais vous parler pendant des heures de mon école, mais donc qui rentre dans l'implémentation de l'approche orientante dans l'enseignement organisé par la province de Hainaut, et plus précisément donc de mon institution qui est l'école du futur de Soigny, qui a le mérite en tout cas d'être rentrée dans une démarche gagnante depuis 2009 en intégrant donc l'approche orientante. Alors elle est loin d'être parfaite, mais ça reste une démarche gagnante à la fois pour les jeunes mais pour elles également. Et ce qui nous donne aussi une certaine longueur d'avance dans ce qui se prépare au niveau du pacte d'excellence, puisque l'approche orientante est vraiment inscrite dans l'ADN de notre institution. Et donc, dans le cadre des contrats d'objectifs, nous avons une certaine longueur d'avance. Alors, premier témoin, donc, pour vous dire qu'effectivement, l'école pratique une orientation par l'échec, que l'école pratique une orientation en cascade, d'où cette sélection dont M. Kanditou vous a parlé, et ce constat de l'ampleur des problèmes liés à une orientation négative rend incontournable en tout cas sa prise en compte, du moins dans le système éducatif, du moins dans le milieu scolaire. L'approche orientante serait-elle une réponse ? Quoi qu'il en soit, il fallait repenser notre système d'orientation en prenant en considération toutes ces insuffisances remarquées. Mais la question reste entière. Que faut-il pour qu'un jeune s'intéresse à son avenir et s'implique dans une démarche personnelle ? Alors, le premier mot qui me vient, c'est la motivation. La réussite scolaire, on le sait, est étroitement liée au degré de motivation à l'égard des études. Et justement, l'approche orientante invite les jeunes au travail sur la motivation qui permet la confiance en soi et l'émancipation. Donc, cette approche orientante s'intègre aujourd'hui entièrement dans le projet d'établissement de mon institution, et elle est basée sur le besoin d'assurer et de soutenir le plus efficacement possible la réussite éducative,
que l'éducation à l'orientation s'inscrit dans une dynamique d'apprentissage pédagogique et d'autonomie où le jeune développe les compétences nécessaires pour s'orienter et non pas être orienté. Alors, sans vouloir être redondant, donc elle est basée sur 3 principes que vous allez découvrir à travers des démarches concrètes, le principe d'infusion, le principe de collaboration et le principe de mobilisation. Mais accompagner le jeune dans le développement de son identité et de son cheminement scolaire et professionnel, c'est quoi? En tout cas, dans le domaine de l'école, c'est lui offrir des occasions de se connaître et de se comprendre aussi le système scolaire, qui est un vrai labyrinthe, pour les parents en tout cas, et le monde du travail dans son ensemble, aussi comprendre le cheminement qui conduit à, qui mène à tel métier, tel rêve, telle vocation, de reconnaître aussi son potentiel, dans une approche qui cadre les élèves par rapport aux résultats scolaires, et là de reconnaître pleinement le potentiel de chaque élève dans une approche positive et les occasions aussi de les actualiser, de trouver une signification aux apprentissages et d'apprendre à faire des choix éclairés. Alors voici les quelques démarches menées au premier degré. Donc, l'accueil déjà de nos élèves lors de la rentrée scolaire est un moment propice pour découvrir le monde scolaire, pour découvrir qui fait quoi, connaître qui fait quoi dans l'école, partir du rêve aussi. Donc très vite, on parle du rêve et de la vocation en demandant aux jeunes, parce qu'il n'y a rien de plus triste que des jeunes qui sont vides de projets. Donc on entretient ce rêve d'avenir, de découvrir les parcours pour y arriver, et on va visiter tous les ateliers. C'est une école qui organise la filière de transition, la filière de qualification et la filière professionnelle, et pour nous en tout cas, elles sont d'égale noblesse. Alors, donc ça, je vous parlais des activités. Des activités menées au premier degré. Alors, je recommande aussi l'utilisation, puisque nous avons intégré une recherche-action avec l'Université de Mont-Sénaud, d'utiliser les outils qui ont été élaborés, donc qui rentrent dans le principe d'infusion. Les visites et formations dans les centres de compétences, donc dès le premier degré, Épicurus, Autoforme, Construforme, Eno, Technokit, afin d'ouvrir les horizons donc à nos jeunes et qu'ils puissent vivre véritablement des expériences positives à l'école. Donc là, nous entrons donc dans le deuxième principe de l'approche orientante, qui est la collaboration. La collaboration également avec un acteur clé de l'orientation, qui est le centre PMS et qui organise chez nous, grâce à une permanence assez importante, des ateliers, le jeu du blason, des tests d'orientation, des tests pour mieux se connaître, des activités pour mieux connaître aussi le système éducatif. Nous utilisons également, j'ai eu la chance d'aller au colloque de l'approche orientante, des outils québécois. Il faut savoir qu'ils ont une sacrée longueur d'avance par rapport à tous ces outils, ces mallettes. De quel type êtes-vous? La reconnaissance des intelligences multiples. Nous travaillons aussi dans le cadre donc, des cours, des tests de connaissance de soi. Un point important, si on parlait d'estime de soi, ce sont toutes les activités de dépassement de soi, donc se sentir apprécié, valorisé et compétent, donc des activités sportives, char à voile, tout ça, toutes ces activités qui permettent aux jeunes de développer justement son potentiel et de se surpasser. Alors, un point assez important, vous parlez de la 3e P orientante. Nous ne sommes pas malheureusement dans ce cadre-là, mais nous offrons l'opportunité aux élèves de 2e commune et de 2e différencié de pouvoir passer une semaine autrement. C'est-à-dire que grâce à tout le travail fait en amont, les élèves ont la possibilité de s'essayer, d'expérimenter 3 sections de leur choix.
Alors, il y a des sections qui peuvent paraître très attractives. Hein. Je pense à la section coiffure, hein, qui fait parfois un peu rêver. Hein. Et puis, les jeunes filles ou les jeunes hommes, hein, ils passent quelques jours et puis ils reviennent en disant « Ah, j'aime pas du tout la coiffure ». On peut considérer que c'est un échec évité. Donc ça, c'est vraiment une opportunité que nous offrons à tous nos élèves de deuxième commune et de deuxième différencié. Et même, je dirais, on parlait des élèves du différencié, d'aller aussi dans les sections de transition et de qualification pour essayer de renverser cette tendance. Alors, mon rôle à moi de directrice, c'est de ne pas faire de filtre au niveau de mes secrétaires, au niveau du courrier, de saisir toutes les opportunités qui peuvent s'offrir 2 minutes à nous. Donc tout ça rend mon institution innovante, entreprenante, à travers de nombreux projets. Je pense aussi au projet Erasmus+. Hein, je pense que le pourcentage d'élèves en professionnel bénéficiant de ces stages à l'étranger sont très maigres. En tout cas, dans mon institution, j'ai 3 sections de l'enseignement professionnel qui peuvent partir 3 semaines en stage à l'étranger. Alors, toujours au premier degré, c'est d'inviter un marionnettiste en classe, un avocat, un journaliste en classe. C'est travailler avec le portfolio. Par contre, au deuxième degré, qui est, je dois dire, l'enfant malade de notre enseignement, et je dois dire que mon école ne résiste pas à certaines tendances, malheureusement. Il faut savoir que nous sommes une école donc à discrimination positive, revue depuis la dernière reformulation de l'encadrement différencié, et plus de 50% de nos élèves arrivent déjà avec un solide retard. Et donc au D2, nous préférons l'aide qualitative que du quantitatif à travers un coaching scolaire pour essayer de provoquer vraiment chez le jeune un envie de changement. Alors, pour le D3, il s'agit clairement de faciliter les contacts avec les établissements scolaires. Pour le D3 technique et professionnel, de participer à tous les concours, dans les stages, les rencontres avec les entreprises. Je vais faire vite. Alors aussi, un point important, c'est que nous devons absolument casser les stéréotypes et les préjugés. Et donc, par rapport à la question sur l'enseignement fondamental, nous accueillons chaque année près de 180 jeunes du primaire à venir passer une journée, c'est dans le cadre de l'IPIEC, à venir passer une journée à la découverte de métiers, de grosses machines, avec des casques à soudure. Et donc là, il y a tout un travail aussi à faire auprès des instituteurs et aussi des élèves et des parents. Je vais passer. Donc pour conclure, l'approche orientante est une démarche gagnante pour les jeunes et pour l'école. Ça crée un dynamisme institutionnel très important. Je vous remercie de votre attention. Donc voilà. Merci Marc, merci Émilie, merci Damien de m'avoir invité. Donc, en ce qui me concerne, moi, je vais vraiment vous parler du versant CPMS. Donc, dans l'enseignement provincial, en province de Liège, le même type de projet a été mis en place. Donc, je ne vais pas parler des actions qui sont développées au niveau des écoles secondaires, mais plus précisément ce qui concerne vraiment donc, le versant CPMS. Donc voilà, un peu pour contextualiser, donc en province de Liège, nous avons 10 centres, dont 5 CPMS mixtes, donc, qui assurent la guidance de l'enseignement secondaire et l'enseignement fondamental, et 5 autres CPMS qui assurent essentiellement et exclusivement la guidance de l'enseignement fondamental. Je précise qu'on a une direction générale commune, donc tant pour l'enseignement que pour les CPMS, et ça a toute son importance. Parce que, en fait, donc, ce projet de vouloir implémenter l'approche orientante au sein de l'enseignement provincial fait en sorte que finalement nous avons été associés dès le départ à la démarche. Donc dès 2013, notre pouvoir organisateur nous a envoyés au Québec pour participer aussi à ce colloque sur l'approche orientante. Et puis voilà, pour pouvoir un petit peu avoir cette connaissance de ce qui se faisait au Québec.
Et dès 2014, nous sommes entrés donc dans une démarche de formation et de collaboration avec l'UMONS sur l'approche orientante. Donc il y a eu une formation, la mise en place d'abord de réunions d'équipes conjointes, enseignement et CPMS, et la formation donc assurée par l'UMONS. Donc il y a eu la création de commissions pédagogiques au sein des écoles secondaires et le déploiement d'un plan d'action au sein des écoles, et la création aussi d'une commission d'approche orientante au niveau des centres PMS. C'est essentiellement de celle-ci dont je vais vous parler. Donc, au niveau donc, des valeurs qui sont sous-tendues donc, par toutes les actions que nous avons développées, bien sûr, toutes les actions s'inscrivent dans un projet d'orientation tout au long de la vie et s'inscrivent donc dans le projet tout au long de la scolarité du jeune. Les valeurs qui sont sous-tendues par les actions, elles ont déjà été énoncées à de nombreuses reprises. Donc, c'est vraiment de pouvoir soutenir l'élève comme acteur de ses choix, de pouvoir développer sa compétence à choisir, valoriser ses compétences, développer l'estime de soi, renforcer la confiance en lui-même, travailler les représentations, lutter contre les stéréotypes des métiers traditionnellement valorisés ou liés au genre, pouvoir éveiller le sens critique et développer la curiosité et la réflexion. Donc toutes ces valeurs se retrouvent au travers de toutes les actions qu'on développe au niveau des centres. Alors nos interventions, elles sont de trois types. On a des interventions de type individuel, puisque nous avons des permanences dans les établissements secondaires, où nous avons la possibilité donc d'avoir des entretiens, orientation notamment, avec nos élèves. Nous développons aussi pas mal d'actions collectives, donc d'animation au sein des classes, et ce, dès l'entrée des jeunes dans l'enseignement secondaire. Alors, on a aussi un travail de collaboration avec les équipes éducatives des écoles et aussi avec les partenaires extérieurs, donc notamment avec les AMO ou d'autres associations qui travaillent au sein du territoire, sur le territoire. Donc, les objectifs visés, c'est la connaissance de soi, pouvoir faire découvrir les métiers et le monde des professions au niveau des élèves, et aussi de s'assurer qu'il y a une bonne connaissance de la structure de l'enseignement dans laquelle l'enfant évolue. Donc on part toujours du principe, c'est ce qui a déjà été dit, donc c'est vraiment, on a une bonne connaissance de soi, de pouvoir avoir une vision claire de la structure de l'enseignement dans laquelle l'enfant se trouve, qu'il pourra aussi se projeter dans un projet de vie. Alors, au niveau de la commission approche orientante des CPMS, on peut peut-être la voir en trois phases. Donc, il y a eu une première phase où on a travaillé vraiment sur la construction d'un recueil d'outils orientants. La seconde a été vraiment donc une réflexion avec Émilie notamment sur la construction de supports innovants en collaboration avec nos centres PMS. Et la troisième partie, c'est ce qui est en train de se jouer pour l'instant. Donc c'est vraiment le projet de 2019, où au départ d'un groupe de travail, mais je vais vous l'expliquer, on va construire des capsules vidéo au départ de témoignages de jeunes qui sont actuellement dans nos écoles, dans le 3e degré notamment, et aussi de témoignages de jeunes qui viennent d'entrer dans le monde du travail. Alors pour un peu vous expliquer donc, cette première phase, développement et recueil d'outils, comment est-ce que ça s'est mis en place. Donc, comme Damien le disait, en fait, on n'a pas vraiment changé fondamentalement notre manière de faire. Les actions d'orientation, elles sont dans les centres. Il y a une multitude d'outils qui sont à notre disposition. Je pense que le projet a permis de mettre vraiment une structure autour de tout ce qu'on faisait déjà dans les centres PMS. Donc, il y a eu d'abord l'exposé du projet aux directions des centres, il y a eu cette information au niveau des agents des centres. Et nous avons constitué un groupe de travail avec des agents de terrain, donc les équipes des centres qui travaillaient d'abord dans l'enseignement secondaire. On s'est rendu compte aussi qu'il y avait une motivation pour les équipes qui travaillent aussi dans l'enseignement fondamental. Ils sont venus nous rejoindre dans un second temps. Alors au départ, on a un peu réfléchi, on a fait une espèce de recensement de tout ce qui existait au niveau des centres. On s'est rendu compte qu'en fait, les équipes dans les centres PMS, elles sont vraiment très créatives. Il y a une foule d'outils, vraiment de méthodes qui sont utilisées au niveau des centres, mais qui restent au niveau du centre. On s'est dit que c'est quand même un peu dommage d'avoir tous ces outils qui existent au niveau des centres et de ne pas pouvoir les partager. Donc, dans un premier temps, ce groupe de travail a d'abord exposé, les collègues les uns aux autres, un petit peu tout ce qu'ils développaient en matière d'orientation, que ce soit au niveau du 1er degré, au niveau du 2e degré, au niveau aussi des activités pour les élèves qui étaient en terminale.
Et puis alors là, on s'est dit, et avec la proposition et le soutien aussi de l'UMONS, ils nous ont proposé un canevas d'animation qui permettait en fait une lecture, une lisibilité beaucoup plus aisée de tout ce qui se faisait au niveau des centres, donc de pouvoir un petit peu inscrire nos animations en termes d'objectifs poursuivis, en termes de thématiques, du public cible, du matériel nécessaire, du déroulement des animations, de pouvoir aussi les possibilités d'extension de toutes les activités que nous développions et qui pouvaient aussi faire l'objet de collaboration avec les équipes d'enseignants. Oui, alors dans un deuxième temps, il y a eu tout ce travail de collationnement, de classement par thématique. Et alors là, on a pu bien sûr bénéficier du soutien de notre pouvoir organisateur qui ont mis à disposition le service de la guidance, la coordination technique des services de la guidance et le service de communication qui nous ont permis vraiment donc, de faire un travail vraiment de mise en forme et de création aussi d'une plateforme d'échange sur laquelle se retrouvent tous ces outils orientants. Donc ceci facilite bien sûr la possibilité pour tous de pouvoir utiliser ces outils. Alors oui, aussi, donc, ce groupe de travail, il est toujours d'actualité. On se réunit toujours plusieurs fois l'année. Et non seulement sur les outils orientants, mais aussi il y a un élargissement des thématiques, puisque pour l'ensemble des... Alors, que 2 minutes. Oh là là. Alors je vais plus vite. Bon, là, je passe alors sur la deuxième phase. Donc ça, c'est ce qu'on a mis en place avec Émilie l'année dernière. Donc tous ces outils existent au niveau des centres. On s'est dit, ce serait quand même intéressant d'avoir une vue un peu plus méta et de pouvoir resituer tous ces outils sur un chemin d'orientation. Donc ici, par analogie, elle a créé le chemin de randonnée. Un jeune qui s'oriente dans la plaine, qui va jusqu'à la montagne, qui a besoin de son sac à dos, d'avoir des outils. Et toutes les animations que nous avons créées se retrouvent un petit peu sur ce chemin, ce qui permet, cette fiche, elle est disponible en format A4, aussi sous forme de poster. L'élève donc, peut vraiment s'approprier son parcours d'orientation et de voir un petit peu ce qui a déjà été travaillé en classe, ce vers quoi les personnes ressources qu'il peut rencontrer sur son chemin, les personnes nécessaires à son orientation, ce qui lui pose question. Je vais essayer d'accélérer les rythmes parce que j'avais quand même envie. Donc ceci, ça je vous en ai parlé 2 minutes. Donc c'est le témoignage des élèves de la fête du secondaire. C'est ce qu'on va mettre en place ici en 2019. Mais je voulais quand même vous parler, voilà, ici des activités vraiment concrètes qu'on a vraiment développées donc dans l'enseignement secondaire. Au niveau du premier degré, on a mis en place donc des modules d'animation qui sont axés vraiment sur la connaissance de soi, l'estime de soi, la découverte des métiers, la présentation de la structure de l'enseignement secondaire, et ce, dès l'entrée des jeunes dans l'enseignement secondaire. Donc, comme en province du Hainaut, dès la semaine d'accueil, on participe à toutes les animations avec les enseignants, vraiment pour créer un climat de classe positif. Alors, on participe aussi au projet Orientation. Ça, c'est un projet qui est initié par la Chambre enseignement de Liège et qui vise les collaborations avec la Cité des métiers, les centres PMS et les établissements scolaires, où il y a vraiment un travail, d'abord, de réflexion par rapport à l'orientation dans un premier temps avec les élèves de 2e secondaire. Il y a une deuxième animation en lien avec la Cité des métiers et des professeurs référents au niveau des établissements scolaires. La possibilité alors d'aller en entreprise, de découvrir le monde professionnel, c'est l'élève qui choisit une des entreprises qui va l'accueillir et où pourra poser toutes les questions nécessaires par rapport à la découverte de ce métier. Et puis une séance de débriefing au niveau de la classe qui est organisée en partenariat avec les écoles et les CPMS. Participation au projet Boy Day Girl Day, je vais peut-être le passer si je n'ai pas le temps, mais je vais peut-être parler parce que là c'est quand même assez intéressant. Au niveau des centres PMS en province de Liège, nous étions porteurs de projets enseignement aide à la jeunesse. Et dans le cadre de ces projets-là, nous avons pas mal développé d'actions en lien avec la valorisation des compétences des jeunes et le renforcement de l'estime de soi. Alors, quelques exemples concrets. On a développé notamment un projet Théâtre-Action en collaboration avec une troupe de théâtre sur le territoire, à partir d'une classe où effectivement les enfants étaient assez découragés, avaient peu confiance dans leurs possibilités. Ce projet-là, le scénario a été vraiment construit avec cette troupe de théâtre, avec les acteurs, en collaboration aussi avec des agences CPMS, et ça débouchait sur une représentation en fin d'année qui était sur la vie scolaire, la perception de l'enfant par rapport à sa vie scolaire et les projets, les questionnements qu'il avait par rapport à son avenir. Cette pièce de théâtre a été organisée au sein de l'école, où les autres élèves de l'école ont pu participer avec leurs enseignants, où les parents ont aussi été invités, ainsi que l'autorité provinciale. Un autre type de projet,
c'était aussi ce qu'on a appelé la journée prestige. C'était au sein de classes d'enseignement de 3e et de 4e professionnels en hôtellerie, où là aussi on a travaillé l'estime de soi avec eux-mêmes. Ensuite, la possibilité d'avoir des témoignages de personnes de terrain, de professionnels, qui sont venus un peu leur faire part de leur parcours scolaire. Et puis la possibilité aussi de visiter les coulisses d'un grand hôtel bruxellois, où les élèves ont vraiment eu la possibilité non seulement de voir les coulisses de tout ce qui était versant hôtelier, aussi l'hôtellerie, mais de voir un petit peu tous les métiers qui tournaient par rapport au métier de la restauration et de l'hôtellerie. Donc voilà quelques types de projets qu'on a mis en place dans le cadre de ces projets européens, mais aussi avec l'aide des services du territoire et notamment avec les AMO qui ont participé à l'ensemble du projet. Donc voilà, projet pour les CPMS, mais aussi projet en collaboration et avec les équipes éducatives et aussi avec les acteurs de terrain et avec le réseau avec lequel nous travaillons. Voilà, merci. Donc voilà, je vais vous parler d'un travail que j'ai réalisé lors d'un stage avec Madame Michalakis et Monsieur Kenzitou. Donc voilà, moi je suis prof de langue anglais-néerlandais, premier degré et deuxième degré. Donc j'ai 2 classes de première année en anglais et 2 classes de troisième année en anglais 2, c'est-à-dire que ce sont des élèves qui ont entre 14 ans et 18 ans. J'ai 1 ou 2 élèves de 18 ans et donc ils sont débutants en anglais. Donc on peut dire qu'ils sont plus ou moins du même niveau que mes élèves de première année. Alors moi j'ai eu l'occasion de créer 2 fascicules d'activités donc en anglais, un fascicule pour l'enseignant, un fascicule pour les élèves. Et donc cet outil en fait a la particularité d'exploiter à la fois les compétences disciplinaires liées à la langue anglaise, mais aussi les compétences vocationnelles. Et donc je vais un peu partager avec vous le cheminement de tout ce travail, depuis les premières lectures théoriques jusqu'au produit fini. Alors tout d'abord, donc j'ai lu des éléments théoriques sur l'approche orientante et tout de suite, plusieurs éléments sont ressortis comme étant vraiment indispensables dans mon travail. Alors tout d'abord, il fallait que j'exploite la connaissance de soi, on en a beaucoup parlé aujourd'hui. Donc par exemple, dans certaines activités, j'ai posé des questions relatives au goût, aux préférences des élèves. Et donc, par exemple, dans une des activités, les élèves devaient relier des métiers à des qualités. Et donc, par après, les élèves ont eu l'occasion de cerner quelles étaient leurs propres qualités, leurs propres défauts. Ce n'est pas toujours évident quand on travaille avec des adolescents. Et donc, ça a été l'occasion pour eux de se positionner, de prendre conscience de tout ça et peut-être de poser des questions pertinentes quant à leur futur choix professionnel. Alors un deuxième élément qui a été très important, c'est la motivation. On en a aussi beaucoup parlé aujourd'hui. Donc il y a plusieurs façons de stimuler un peu cette motivation chez les élèves. Alors tout d'abord en faisant le lien entre leur vie et leurs projets futurs, mais aussi en pratiquant l'infusion. Et enfin, en faisant intervenir tous les acteurs de terrain. Donc on a parlé des parents, des enseignants, mais aussi des professionnels ou des entreprises. Alors l'infusion, M. Kenzitou a déjà expliqué ce que c'était. Donc c'est une des 3 phases que l'on va exploiter quand on travaille sous l'angle de l'approche orientante. Les 2 autres phases étant la mobilisation et la collaboration. Alors pour créer ce fascicule, moi j'ai vraiment mis l'accent sur l'infusion, c'est-à-dire que j'ai incorporé, j'ai intégré des éléments relatifs aux différents secteurs professionnels dans mes activités. Donc par exemple, j'ai soumis une compréhension à l'audition qui consistait en plusieurs témoignages de professionnels du domaine du tourisme. Et donc, les élèves ont entendu 3 fois ces différents témoignages. Et la tâche qui leur était demandée était de relever toutes les spécificités des métiers, donc que ce soit les qualités, les défauts, mais aussi d'autres détails du style le port de l'uniforme, parce qu'on a aussi beaucoup parlé du port de l'uniforme. Donc voilà, c'était vraiment, je pense, l'opportunité pour l'élève d'ouvrir sa curiosité. Et l'enseignement a eu donc plus de sens parce qu'il a pu essayer de se projeter un peu plus facilement en connaissant vraiment les différentes caractéristiques de certains métiers. Alors, l'orientation scolaire, l'approche orientante en tout cas, doit se faire aussi bien pour les élèves plus faibles que pour les élèves qui ont plus de facilité. C'est la raison pour laquelle, pour 3 de mes activités, j'ai créé des activités de dépassement pour les élèves qui ont besoin d'aller un petit peu plus loin dans la matière. Alors, j'ai un peu réfléchi à la façon que j'allais aborder, donc comment j'allais, moi, prof d'anglais, aborder l'approche orientante. Eh bien, la première façon qui m'est venue à l'esprit, c'était que j'allais susciter, donc j'allais demander à mes élèves de s'exprimer dans la langue cible, donc en anglais, pour décrire des métiers.
Mais j'ai aussi une autre démarche, donc je repense à ce que Madame Loisy a mis en évidence tout à l'heure. Donc j'ai aussi montré l'importance de la langue anglaise dans les différents métiers. C'est pourquoi une des thématiques de mon dossier était le tourisme. Donc dans le secteur du tourisme, pour pratiquer n'importe quel métier de ce secteur-là, l'anglais est vraiment la langue incontournable et j'ai aussi beaucoup mis l'accent là-dessus. Alors une source qui était très intéressante pour créer mon dossier d'activité était le site du CIEP. Donc c'est le service d'information sur les écoles et les professions. Et donc je suis souvent partie du descriptif des métiers que donne le CIEP pour construire vraiment la base de tous mes exercices. Alors à ce moment-là, j'avais tous les outils pour entrer dans la phase de création. Donc pour chaque activité, chaque métier qui était mentionné dans mes activités, j'ai fait un descriptif de chaque métier en français et en anglais. J'ai également fait une liste de vocabulaire sous forme de 2 colonnes, anglais-français, pour chaque activité. Donc ça, une liste de vocabulaire, c'est toujours utile soit pour l'enseignant ou pour les élèves. J'ai donc respecté les 4 compétences qu'on utilise en langue moderne, donc à savoir l'expression écrite, expression orale, compréhension à la lecture, compréhension à l'audition. J'ai également créé pour chaque activité une fiche méthodologique pour l'enseignant. Donc la fiche méthodologique donnait des informations sur la marche à suivre, sur le timing, le corriger aussi des exercices. On avait le script des documents audio. Et voilà. Et donc je suis allée les tester dans mes classes, vu que je suis prof de langue. Alors je vais vous parler un peu des difficultés pour créer un tel fascicule. La première, ça a été d'adapter le niveau de langue. C'est-à-dire que quand on doit expliquer à des élèves ce qu'est un web designer ou un styliste 3D, à des débutants, ce n'est pas toujours facile. Et donc, j'ai vraiment dû faire un gros travail de simplification au niveau de la langue. Donc ça a été une première difficulté. Peut-être une deuxième difficulté, mais qui n'en a pas vraiment été une au final, c'était d'être confrontée parfois à des élèves qui me disaient « Mais madame, à quoi ça sert ce qu'on fait? Pourquoi je dois vous parler de ce que j'ai envie de faire plus tard ?» Donc je pense tout simplement qu'ils n'ont pas l'habitude. Et voilà, c'est dommage, mais voilà. Alors, je vais vous parler peut-être des plus-values de ce travail, parce qu'il y en a eu. Tout d'abord, il y a une plus-value au niveau de l'apport culturel. Donc dans une des activités, on a eu l'occasion de parler des systèmes éducatifs britanniques et américain. Et donc, on a comparé l'horaire d'un écolier anglais à l'horaire d'un écolier belge, et on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de différences. On a également parlé du port de l'uniforme, parce qu'en Angleterre, les élèves portent l'uniforme. Et ça a été vraiment très intéressant. Ça les a beaucoup passionnés, je dois dire, parce que ça a suscité des avis divergents. Certains ont dit, voilà, moi je suis pour le port de l'uniforme parce qu'on ne fait pas de discrimination sur l'apparence physique. D'autres disaient, non, moi je suis totalement contre parce que je veux révéler ma personnalité et avec le port de l'uniforme, je n'ai pas l'occasion de le faire. Et donc ça leur a permis d'en apprendre plus sur eux-mêmes finalement. Donc au niveau de la connaissance de soi, ça a été un pari qui a été gagné. Alors j'ai également gagné en motivation dans une classe de première année, donc des élèves entre 11 et 12-13 ans, on va dire. Les élèves devaient jouer des dialogues en anglais. Et donc, ils devaient jouer des dialogues en anglais. Je leur avais donné des tâches très contextualisées. Ils devaient jouer le rôle de professionnels, de travailleurs dans le secteur du tourisme. Au début, ça ne se passait pas trop bien. Ils n'étaient pas en confiance. Et donc, j'ai dû passer dans les bancs. On a parlé de confiance ce matin, mais c'est vraiment ça que j'ai dû faire, instaurer un climat de confiance. Et donc, au fur et à mesure de l'activité, ça se passait de mieux en mieux. Et à ma grande surprise, ils m'ont demandé de refaire l'exercice une deuxième fois. Heureusement, j'avais des fiches supplémentaires différentes. Donc voilà. Et peut-être un dernier exemple pour faire vite. J'ai créé une activité qui montre bien que l'orientation se fait de la plus tendre enfance jusqu'à l'âge adulte. Alors en l'occurrence, ici, ce n'est pas l'âge adulte, mais c'était des ados jusqu'à 18 ans. Je leur ai demandé, sur une ligne du temps, d'indiquer les âges différents avec le métier qu'ils voulaient faire à cet âge-là. Donc, par exemple, si à 3 ans, ils voulaient être astronautes, ils indiquaient 3 et astronaute, donc en anglais. Et bon, au départ, ils ne voulaient pas trop parce qu'ils étaient gênés. J'avais une élève qui n'osait pas dire qu'à 5 ans, elle voulait être princesse. Voilà. Donc, je suis passée dans les bancs. Encore une fois, j'ai dû vraiment instaurer un climat de confiance. Et ça s'est très bien passé. J'ai vraiment eu des réponses extraordinaires du style princesse, Peter Pan, Buzz l'éclair, reine, licorne, archéologue. Mais ce qui est intéressant au final dans cette activité, c'est qu'ils ont pu échanger et ça leur a permis de faire un petit flashback et d'observer un peu l'évolution par rapport à quand ils étaient petits
et jusqu'à l'âge de l'adolescence. Donc voilà, oui, j'ai encore un petit peu de temps. À la suite, voilà. Donc après cette ligne du temps, j'avais demandé aux élèves, j'ai posé à mes élèves des questions en français à faire par écrit. Alors pourquoi j'ai demandé de le faire en français? Parce que je voulais pas que la langue anglaise constitue un obstacle. Et je leur ai demandé des questions du style, voilà, qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard? Est-ce que tu as déjà imaginé au nombre d'études que tu allais faire, etc. Certains élèves savaient pertinemment ce qu'ils voulaient faire, mais d'autres en revanche pas du tout. Et donc j'ai eu des élèves qui me disaient, voilà, moi je veux être militaire comme mon papa, mais d'autres me disaient, ben non, moi je veux expérimenter un métier que personne ne fait dans ma famille. Donc j'ai vraiment eu les témoignages opposés. Et j'ai aussi, plus malheureusement, eu des élèves qui m'ont dit, mais voilà, moi je sais que je ne suis pas dans la bonne option, dans la bonne filière, dans la bonne école, mais je suis mes camarades, tout simplement. Et voilà. Et certains élèves aussi avaient des préjugés sur d'autres filières, et c'est pour ça qu'ils restaient dans notre athénée. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager. Merci. Nous allons conclure cette table ronde avec Madame Kagan. Je lui laisse la parole. Alors, bonjour à tous. C'est vrai que je suis à la table des personnes qui sont les témoins du terrain. Je ne suis pas vraiment sur le terrain, puisque maintenant je suis à l'administration pour opérationnaliser les mesures préconisées dans le pacte pour un enseignement d'excellence. Et vous savez que ce pacte trouve son cadre dans ce qu'on appelle l'avis numéro 3, qui a été élaboré à partir de toute une série de groupes de travail et aussi à partir de toute une série de constats dont Damien a pu faire part sur les inégalités, l'orientation effectivement subie plutôt que choisie, enfin toute une série de constats. Et cet avis numéro 3 a donc dégagé un certain nombre de pistes, un cadre, parce qu'il n'est plus question d'y toucher, puisque c'est un équilibre subtil entre plein de forces en présence. Et donc toute une série de chantiers ont été mis en place pour opérationnaliser ce pacte. Alors on m'a présenté comme étant la coordinatrice du chantier orientation, puisqu'il y aura un chantier orientation, mais je n'en suis pas la coordinatrice, puisque je sais que le recrutement a été fait. Je ne sais pas si la personne est dans la salle, non, et devra prendre bientôt ses fonctions, mais donc ce chantier n'est pas encore en marche. Moi, je suis coordinatrice du chantier Réformer les centres PMS. Donc évidemment, il y a des liens. Et alors, comble de la difficulté pour moi, et donc j'espère que j'aurai votre indulgence dans ma présentation, c'est que le chef de chantier, comme on les appelle, du tronc commun, qui a aussi une incidence sur l'orientation, et je vous en parlerai, est au fond de son lit avec une belle grippe, et donc m'a gentiment communiqué les éléments qu'il voulait partager avec vous, mais que je découvre quasiment en même temps que vous, donc je vais faire de mon mieux. Alors j'ai toute une série de feuilles, ce que j'avais préparé pour moi, ce que Geoffroy Leclerc m'a communiqué, et je vais essayer d'y aller, quoi. Hein, bon. Et donc, tout d'abord, effectivement, le pacte donne une place importante à la question de l'orientation, ce qui est quand même une première dans le monde du système éducatif et son cadre légal. Et donc promeut ce que vous appelez l'approche orientante, mais ce que le pacte a voulu appeler l'approche éducative de l'orientation, puisque le mot orientant donnait encore trop de place à la passivité. Hein. L'école orientante, c'est elle qui oriente. Non, c'est l'élève qui s'oriente, donc l'approche éducative de l'orientation. On a longuement réfléchi sur chaque mot est pesé dans l'avis numéro 3, on est bien d'accord. À Marc. Alors, donc, on a vu ce matin, beaucoup de choses ont été dites sur cette approche. Il y a toute une série de modèles et surtout de pratiques qui existent. L'enjeu est évidemment dans la question des partenariats et de donner un rôle spécifique à chacun. On est bien d'accord que la mission d'orientation en milieu scolaire ne peut s'exercer par aucun des acteurs tout seul, mais bien en articulation avec l'ensemble des acteurs et dans un cadre donné. Alors, je vais quand même vous faire part effectivement de ce qui est prévu au niveau tronc commun, puisque le pacte prévoit
la mise en place d'un tronc commun pluridisciplinaire, polytechnique renforcé. Alors évidemment, ça implique une modification curriculaire, mais ça implique aussi des changements de mentalité, puisque l'orientation est incorporée effectivement à l'acte d'enseigner, l'acte d'éduquer. Alors, les composants de l'ADN du tronc commun sont une redéfinition et une modernisation des contenus d'enseignement par un caractère authentiquement polytechnique et pluridisciplinaire, une redéfinition du parcours de l'élève de la première maternelle à la troisième secondaire, posant les conditions d'une orientation lucide et positive et non d'un choix par défaut ou processus de relégation. Alors on est bien d'accord, vous avez entendu dans les médias que la question de l'allongement du tronc commun n'allait pas de soi pour certains. Il s'appuie effectivement sur toutes les études qui montrent que, en matière d'équité, au plus long le tronc commun est, au plus les processus de choix sont moins influencés par la condition socio-économique de l'élève. Alors, dans ce cadre, il y a évidemment toute une lutte importante contre le redoublement et l'échec scolaire, et qui contribue à la maîtrise d'un socle commun de savoir, de savoir-faire et de compétences. Donc l'idée de ce que chacun doit savoir pour effectivement devenir un citoyen responsable, etc., etc. Alors, les conditions de la réussite de ce tronc commun sont, entre autres, un renforcement d'une maternelle, un véritable continuum pédagogique par un allongement jusqu'à 15 ou 16 ans, qui est la norme quand même majoritaire en Union européenne. Je viens de dire, l'âge de la première sélection, c'est évidemment tout intérêt à la retarder. Et alors aussi, la réforme de la gouvernance du système éducatif et des écoles. Chaque école doit développer son plan de pilotage et sa dynamique de réflexion collective autour des enjeux et des objectifs spécifiques, en étant bien au clair qu'il s'agit d'objectifs qui contribuent aux objectifs de l'enseignement, du système régulateur, de l'enseignement, du système éducatif, et les deux principales valeurs qui président à ces plans, c'est aussi la question de l'équité et de l'efficience. Donc on verra que ce sont des données importantes en matière d'orientation. Alors, je regarde dans les feuilles qui ne sont pas les miennes. Ah oui, alors, donc dans le cadre de la redéfinition des curriculums, il y a eu la définition de 7 domaines d'apprentissage, puisque l'idée est effectivement de diversifier les apprentissages et de ne plus faire uniquement des apprentissages généraux, entre guillemets, mais de les diversifier. Ça passe par le premier domaine d'apprentissage qui est la langue dans tous ses états, j'ai envie de dire, les arts et la culture. Donc ce n'est pas seulement la langue française, c'est aussi l'éducation culturelle et artistique, l'éducation musicale et l'expression plastique. Ensuite, je découvre avec vous, enfin je connais mon texte, mais ici je vous le présente comme je le vois sur ma feuille. Alors le troisième axe, c'est le domaine mathématiques, sciences et techniques. Donc on est vraiment dans des packs, des domaines d'apprentissage, avec des interactions et l'idée aussi d'interdisciplinarité qui peuvent s'exercer à l'intérieur de ces domaines d'apprentissage. Alors le quatrième domaine, c'est le domaine des sciences humaines, formation historique, géographique, économique et sociale, philosophie, citoyenneté, etc. Ensuite, il y a aussi le cinquième domaine qui est l'éducation physique, le bien-être et la santé. La question du bien-être devient un objectif du système éducatif avec, je n'aurai pas l'occasion de développer, mais dans les outils de pilotage, il y aura effectivement le pilotage de donner le bien-être à l'école par toute une série d'outils qui seront développés. Donc on n'est pas seulement dans l'évaluation par les résultats des élèves, mais bien un ensemble de composantes qui seront évaluées en bout de course. Alors le domaine de la créativité et de l'engagement et de l'esprit d'entreprendre. Et le septième domaine, ces deux derniers domaines étant des domaines transversaux, considérés comme transversaux. Et là, on approche du cœur de notre propos, qui est le septième domaine, apprendre à apprendre et apprendre à faire des choix. Alors on est bien au clair que dans des textes légaux, il y aura effectivement l'idée qu'apprendre à faire des choix fait partie intrinsèque des objectifs du système éducatif.
c'est quand même, en tout cas en Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est nouveau. Alors, donc, ils partent du principe, dans l'élaboration de ce tronc commun des curriculums, que effectivement la diversité des matières va permettre d'ouvrir une diversité de champs aux élèves et qu'ils auront toute une série d'expériences à avoir au cours de leur parcours scolaire avant de devoir procéder à des choix. Alors il y a aussi une idée importante qui est d'accorder, et on sait à quel point c'est difficile dans le monde scolaire, une égale valeur à l'ensemble des apprentissages. Les maths, c'est pas mieux que le dessin. Et donc ça aussi, ça participe d'un changement culturel au sein des écoles. Et alors aussi à inciter l'école à s'ouvrir au monde extérieur et à la société de demain. On en a parlé aussi ce matin. Et l'idée aussi, c'est de pouvoir développer un certain nombre de compétences, notamment à s'orienter auprès des élèves. Alors, je reprends mes petites affaires et je vais me micro pour aller dans l'ordre. Alors, je vous parlais du chantier orientation. Donc, ces chantiers sont destinés à opérationnaliser ce qui est déterminé dans l'avis numéro 3. Alors, avec plus ou moins de précision, il y a des choses qui sont assez précises dans l'avis numéro 3, il y en a qui sont à inventer. Si je veux dire, à partir d'une phrase, on doit développer des dispositifs. J'ai droit à plus de minutes parce que j'empiète sur... C'était en accord avec Marc. Ah, c'est compté. Oh mon Dieu. Bon, alors... Alors, donc, le chantier orientation, il aura quoi à faire une fois qu'il va se mettre en route. C'est, donc, d'une part, développer le cadre légal, comme on a dit. Il faut savoir que la définition que Damien a donnée, la définition européenne, est celle qui officiellement sera adoptée par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ensuite, c'est déjà prévu dans les décrets existants, soutenir la stratégie relative à l'orientation dans les plans de pilotage, contrats d'objectifs dans les établissements scolaires. Donc c'est la définition des objectifs, des stratégies, des modalités de mise en œuvre, le rôle de chacun des partenaires. Donc chaque école est invitée à élaborer une stratégie orientation. Alors je modère un peu mes propos parce qu'en fait ils doivent adopter ces plans en fonction des spécificités de leur établissement et ils peuvent choisir de donner une place plus importante à l'orientation ou moins en fonction de leur contexte. Moi, j'aurais peut-être rêvé que ça soit effectivement une stratégie prioritaire partout, mais bon, voilà. Alors, il est question aussi, dans cette opérationnalisation du pacte, d'élaborer un guide à l'intention des enseignants et des centres PMS, toute une série d'outils, bien sûr, et effectivement d'avoir toute une série de formations qui apprendront aux enseignants à intégrer la question de l'orientation à l'acte d'enseigner. Alors il y a aussi l'idée enfin c'est pas une idée, ça va être opérationnalisé, de l'élaboration d'un carnet de bord qui correspond au portfolio dont on a fait état ce matin. Et il y a aussi l'idée d'établir un cadastre d'activités et d'outils d'orientation développés dans une zone, puisque dans chaque zone, il y a des ressources différentes. Et donc l'idée, c'est effectivement de créer un répertoire, on en a parlé, des ressources disponibles au niveau de la zone et de pouvoir s'appuyer au lieu de réinventer la roue partout là où on est. Alors, ensuite, est-ce que numéro 3, numéro 4 ou numéro 4 j'ai presque fini. Et alors, autre élément, c'est donc ce qui est prévu au niveau de l'avis numéro 3, c'est la réforme des centres PMS. Alors, la réforme des centres PMS se base sur l'idée de recentrer les missions. Alors, recentrer les missions, c'est quoi? C'est effectivement pouvoir dire que ces centres PMS sont des acteurs de l'enseignement qui ont à s'intégrer dans une série de dispositifs. Alors, les missions qui vont être recentrées, c'est le soutien des élèves dans leurs apprentissages, avec toute la question de la prise en compte de leur contexte d'apprentissage, de la contribution avec les enseignants au repérage précoce des difficultés pour répondre aux besoins de manière ciblée et rapide, mais donc avec une gradation dans le suivi des élèves, un certain nombre de choses donnant lieu à des activités d'accompagnement personnalisé ou de différenciation en classe, et puis après, en fonction des difficultés rencontrées et non résorbées, eh bien là on avance dans les actions qui peuvent être mises en œuvre. La deuxième mission autour de laquelle
les activités des centres PMS sont recentrées, c'est l'insertion dans le dispositif de lutte contre le décrochage, avec des choses extrêmement précises. De nouveau, l'idée, c'est on n'est pas tout seul, on est dans des structures et dispositifs dans lesquels on prend une place, mais pas toute la place. Et le soutien à la relation école-famille et, last but not least, l'orientation. Alors, l'orientation est conçue comme effectivement l'accompagnement des parcours, mais bien dans un cadre de partenariat. Je pense qu'on abandonne, on doit abandonner l'idée que les PMS sont là pour faire l'orientation, mais bien pour contribuer, alors d'une part, à élaborer les stratégies que l'école construit pour arriver au développement de la compétence à s'orienter. Et puis, je pense que les PMS ont un rôle à jouer à certains moments de transition, mais où ils peuvent s'appuyer sur le travail qui a été fait en amont, sur le développement de cette compétence, s'appuyer sur le carnet de bord pour structurer le discours des élèves autour du choix à faire, donc au moment des transitions. Et je pense qu'ils sont là pour cette tâche-là, en pouvant s'appuyer sur tout ce qui aura été développé en amont. Et qu'est-ce que j'ai encore à dire? Alors oui, ce que l'avis numéro 3 prévoit aussi, c'est que les PMS soient déchargés de leur mission d'information. Alors certains PMS n'étaient pas contents, parce qu'ils disent que c'est quand même notre manière parfois d'entrer en contact avec les élèves sur des préoccupations non problématiques, puisque le problème des PMS, c'est que souvent il est associé aux difficultés d'apprentissage et que donc c'est connoté parfois négativement. Et donc c'était une occasion d'avoir des activités d'information qui étaient un peu légères par rapport à la représentation qu'on pouvait avoir. Mais je pense que c'est effectivement chronophage, qu'on n'est pas vraiment les plus compétents pour ça, et je pense que ce qui fait partie de la capacité à s'orienter, c'est aussi que l'élève soit capable de trouver l'information où elle se trouve, de pouvoir décoder les informations fiables de celles qui le sont moins, enfin toute une série de choses qui sont autour de l'éducation à l'information. C'est autre chose que de faire l'information nous-mêmes. Alors, je crois que ça j'ai déjà dit. Alors on a aussi parlé, je suis très contente d'être venue parce que, entre autres, parce que l'expérience de madame, dont j'ai oublié le nom, Loisy, voilà, est très prometteuse en termes de mobilisation des enseignants autour de la question de l'orientation. C'est pas toujours facile de les mobiliser sur l'importance. Et donc, cette notion d'équipe et de dynamique d'équipe pour appréhender la question d'orientation, je trouvais que c'était très encourageant, les expériences que vous donniez. Et ce qu'a décrit Mme Marnette est aussi encourageant. Enfin, toute une série de choses sont encourageantes. Et donc, c'est effectivement un changement de mentalité. Enfin, les textes, c'est intéressant que les textes existent, mais évidemment, tout le reste est à faire au niveau du terrain. Il y a des choses qui sont en route. Et puis, il y a aussi l'idée qu'il faudra accompagner ce changement de culture, puisqu'on est bien d'accord que l'orientation est un processus continu et progressif. Oh, quel lapsus. Et plus seulement le moment du choix. Donc vraiment, on est là-dedans, dans ce processus, et on a chacun d'entre nous, enseignants, PMS, acteurs extérieurs, Cité des métiers, ressources régionales, en termes d'information, on a chacun une place à y prendre, et en cohérence. J'ai pas tout dit, mais c'est pas grave, j'ai dit le principal. Ouais. Merci Madame Kagan, merci à toutes. Je vais laisser la place à des questions éventuelles. Ce que j'ai oublié de dire, quand même, dans le cadre de la réforme des PMS, comme je disais, c'est important de pouvoir prendre une place dans un dispositif, mais c'est aussi important d'avoir une expertise sur la question de l'orientation. Comme vous voyez, les tâches des PMS sont très diversifiées. Elles vont du décodage des difficultés en maternelle jusqu'à la lutte contre le décrocheur de 16 ans qui n'en a rien à cirer de l'école. Enfin bon, donc c'est quand même des compétences un peu différentes qui sont mobilisées et mobilisables. Et donc l'idée, mais ce n'est pas du tout encore validé ni sur papier, mais c'est l'idée quand même de faire peut-être des unités plus grandes où on pourra spécialiser des équipes dans des thématiques particulières, et en particulier la question de l'orientation qui demande quand même une expertise certaine. Y a-t-il des questions éventuelles ?
Ah oui, monsieur. Bonjour. À partir du moment où l'orientation est une thématique transversale et que les élèves l'abordent dans différents cours et à différents endroits, qui est la personne qui accompagne le jeune de manière plus individuelle et un petit peu le référent orientation pour le jeune en question? Donc je ne sais pas si dans l'école du futur c'est organisé de cette manière-là. Ou comment c'est organisé par rapport à ça? En tout cas, il y a la nécessité de dégager des moyens humains. Donc j'ai la chance d'avoir une coordinatrice pour les élèves du premier degré différencié et une autre pour le premier degré commun qui, les suit de très très près la scolarité de chaque étudiant en fait. Donc l'importance, c'est aussi une mission au-delà des moyens, des infrastructures, c'est de dégager des moyens humains aussi, de faire des choix par rapport à ça. Mais c'est ça tout l'enjeu aussi des plans de pilotage, c'est qu'effectivement en fonction des choix qu'on fait, des priorités qu'on se donne, c'est parce que le plan de pilotage, c'est pas juste « oh, je vais faire de l'orientation », mais c'est effectivement définir les stratégies en fonction du contexte dans lequel on est, qui va faire quoi, enfin, c'est vraiment très précis. Et je pense que c'est à géométrie variable en fonction du contexte, des ressources existantes autour de l'école. Et donc cette idée de géométrie variable, mais aussi de construction où les gens sont partie prenante par rapport à cette construction. Et l'idée aussi que ça va être évalué, mais pas une évaluation d'en haut, mais vraiment une évaluation par eux. Est-ce qu'en faisant ce que j'ai fait, j'ai vraiment fait ce que je croyais faire, et donc cette évaluation, c'est aussi important. Donc, on a 6 ans. Géométrie variable, je pense que les référents peuvent être différents selon les contextes, mais qu'il faut les prévoir, effectivement. Y a-t-il d'autres questions? Des actions individuelles et elle n'arrive pas à faire tout ce que vous proposez en collectif, et je voulais voir comment ça se fait que dans certains établissements il y a des coordinatrices et que d'autres pas, ou comment ça fonctionne en fait, parce qu'on a une super école, on a plein de chouettes gens qui nous entourent, mais on n'a pas la possibilité de faire tous ces projets parce que on en manque de moyens. C'est ça l'enjeu, c'est le choix, les choix des priorités. On peut pas tout faire, ça c'est clair. Mais je sais pas si vous avez... En tout cas, pour l'enseignement de plein exercice, c'est aussi de saisir des opportunités. Ici, là, j'ai eu un appel à projet où j'ai pu bénéficier de 20 périodes, ne serait-ce que pour la remédiation. C'est aussi être attentif à toutes ces opportunités. Et, En ce qui concerne les CPMS en province de Liège, je veux dire qu'il y a une question aussi de priorité au niveau de la direction du centre. Je veux dire, chez nous, on privilégie quand même 50% d'actions collectives, 50% d'actions individuelles. Mais je veux dire, les activités d'animation ont pris une place dans notre projet de centre. Ça a été un choix aussi au niveau du service. Voilà. Là aussi, quand je dis on est porteur de projets européens, là aussi c'est des cofinancements en province, enfin, avec l'Europe. Ça nous a permis aussi d'avoir d'autres moyens, travailler aussi le travail en réseau. Donc voilà, mais ça demande de s'investir dans le temps et dans les actions. Et moi, je suis très convaincue que les activités collectives sont parfois plus porteuses que les interventions individuelles. D'ailleurs, pour ceux qui avaient participé au colloque organisé par Orientation à 12, il y avait l'exposé de Laurent Sauvet, du CNAM, je crois, qui démontrait, preuve à l'appui, que des interventions bien cohérentes et bien construites, collectives, étaient plus porteuses que des interventions individuelles. Je pense que, vu les moyens dont on dispose, je pense qu'il faut vraiment privilégier peut-être les approches collectives, d'autant plus, et vous en avez parlé, sur l'interaction entre les jeunes, qui est parfois aussi importante que l'interaction entre le conseiller et les jeunes. Encore une petite précision aussi, c'est que les projets, ce qu'on développe au niveau des écoles secondaires, le programme est négocié, on fait une évaluation en fin d'année, équipe CPMS avec la direction de l'école, en fonction aussi des besoins ou de ce qu'on a pu détecter, de ce qu'on va pouvoir mettre en place l'année suivante. C'est une négociation. On ne sait pas tout faire, donc il y a des projets qu'on mène, il y a d'autres projets qu'on peut développer, mais alors il y a des choses qu'on ne fait plus. Par exemple, ici, d'approche orientante, on a développé des projets au niveau du premier degré. Je parle de modules de 4 à 5 séances
entre la première et la deuxième secondaire dans nos écoles. Mais bon, voilà, 3e degré, on avait une période de 3 périodes qu'on utilisait pour les élèves de 6e secondaire. Bah, on a dû réduire. Donc inévitablement, c'est aussi en négociation avec les enseignants. On ne sait pas tout faire. On est, comme vous le savez, on est personnel limité, on ne sait pas être partout. Donc voilà, il faut faire des choix et il faut mettre en place des stratégies pour pouvoir y parvenir.